Place à l'histoire à présent, avec l'histoire des Juifs de France, comme tous les jours, est présentée par Christophe Darre. Avec Christophe, nous abordons, c'est vrai, les grands épisodes et les personnalités importantes qui ont fait l'histoire de la communauté juive dans notre pays. Et parmi ces personnalités, eh bien, nous évoquons notamment des entrepreneurs, souvent partis de rien, mais qui ont connu de grandes réussites. C'est le cas de celui dont nous allons parler aujourd'hui, dont le seul nom évoque les clubs de vacances sous le soleil, les Géos, toujours de bonne humeur, et le film Les Bronzés. Il s'agit de Gilbert Trigano, celui qui a développé le Club Med. Et oui, Christophe, nous allons bien sûr commencer par évoquer les origines et la naissance de ce patron qui voit le jour en 1920. Et plus précisément à Saint-Maurice, c'est derrière le bois de Vincennes. Aujourd'hui, le Val-de-Marne, pas très loin de Paris, dans une famille juive séfarade de commerçants originaires d'Algérie. La famille n'est pas très pratiquante, elle ne fait que les fêtes principales. Et son père avait rejoint un régiment de zouaves en métropole de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. À la fin du conflit, il reste à Paris. Son épouse et leurs 3 enfants le rejoignent depuis l'Algérie, donc après-guerre. Raymond Trigano, qui possède alors une usine de café, et la famille s'enrichit. Le père a même une voiture avec chauffeur. Mais suite à l'incendie de son usine, Raymond Trigano perd tout du jour au lendemain. Le petit Gilbert, qui a une santé d'ailleurs fragile, passe du coup son enfance avec ses parents et ses frères dans le quartier ouvrier d'une banlieue populaire à Montreuil-sous-Bois. Eh oui, vous savez, la fameuse ceinture rouge, la banlieue rouge comme on l'appelait. Le père de Gilbert qui ouvre une épicerie et qui fonde avec l'un de ses fils une entreprise de toiles de bâche. Or, eh bien, nous sommes dans les années 30, au cours des années 30, à la période du Front populaire, les congés payés et donc les premiers départs en vacances. Les premiers terrains de camping se multiplient et les fameuses bâches se vendent plutôt bien. Et le commerce, ce n'est pas toutefois ce qui passionne Gilbert. Même s'il n'a pas un physique de jeune premier, il rêve, lui, de devenir acteur de théâtre et vend d'ailleurs des sketchs à des chansonniers. Et c'est sans doute à cette période que Gilbert Trigano a la vocation de l'amusement. On est en 1936, on est plus précisément au Crotoy, très jolie station balnéaire dans la Somme, lors de vacances. Il loge dans un hôtel de la troupe qui anime le casino. Eh bien, il en devient le chef des chœurs et finit par assurer lui-même l'animation des spectacles pendant une saison. Et son père désapprouve ce choix. Ben voilà, exactement, il désapprouve ce choix et il voit plus son fils faire une carrière dans le commerce. D'ailleurs, lui pose un ultimatum. S'il prend la tête d'une épicerie, il pourra continuer à faire du théâtre. Sinon, eh bien, il devra renoncer, mais Gilbert s'accroche et donc il prend en charge l'épicerie et il fait du théâtre. Alors en 1940, alors que la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Gilbert s'inscrit au cours Simon. Il a pour partenaire un certain Serge Reggiani et il a comme projet de préparer le conservatoire. Et oui, c'est très sérieux tout cela, mais la crainte des déportations interrompt ce projet. Un ordre d'arrestation est lancé par la Gestapo contre les Trigano en avril 1943. La famille s'installe en zone dite libre dans l'Ariège et c'est en travaillant avec ses 3 frères dans une usine d'armement que Gilbert va s'engager dans la résistance. Il rejoint une organisation communiste. À la Libération, il est journaliste à l'Humanité, puis à l'Avant-Garde, c'est l'organe de la jeunesse communiste. Il prendra par la suite ses distances avec le Parti communiste. Gilbert Trigano épouse en 1945 par ailleurs une certaine Simone Saba, une juive tunisienne, et le fait de fonder une famille l'oblige à trouver un travail sérieux. Il rejoint alors l'entreprise familiale qui fabrique des bâches de camions. Eh oui, et un jour, une vieille dame vient le voir dans sa boutique. Elle lui demande une tente en lui disant qu'elle veut voyager maintenant que la guerre est terminée. Alors Gilbert, bien sûr, lui dit qu'il n'en a pas, mais l'idée fait son chemin et convaincu de plus en plus que le tourisme, c'est l'avenir. Penser à autre chose après la guerre, surtout chez les jeunes. Eh bien, il décide de fabriquer des tentes de camping et il rencontre le succès avec comme slogan « Le camping, c'est Trigano ». En 1949, un Belge du nom de Gérard Blitz le rencontre et lui demande de confectionner des toiles de tente. Fils d'un diamantaire et joueur de l'équipe nationale de water-polo, Blitz joue lui-même d'ailleurs au water-polo. Il est d'ailleurs l'un des rares juifs à avoir participé aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936 dans cette discipline. Oui, les fameux, effectivement, JO de Berlin, les JO hitlériens. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gérard Blitz intègre une unité faite seulement de sportifs prisonniers. Il s'évade, se cache en Belgique, puis il est arrêté par la Gestapo avant d'être libéré par le maire d'Anvers. Il part ensuite à Paris, la Haute-Savoie et la Suisse, et il s'engage dans la résistance, ce qui lui vaudra d'être décoré de la Croix de guerre belge ainsi que de la médaille de la résistance. On est à la Libération. Gérard Blitz est mandaté par le gouvernement belge pour prendre soin des concentrationnaires flamands et wallons qui sont rapatriés via la Suisse. Il prend alors une initiative et il va louer un hôtel près de Chamonix, c'est au pied du Mont Blanc, là où les rescapés seront pris en charge. Donc si vous entendez parler d'hôtels, de gens pris en charge, etc., on a déjà
déjà timidement les prémices de la naissance du futur Club Med. Et cette idée prend forme davantage en 1949, lorsque Gérard Blitz, en vacances en Corse, découvre un village de vacances, le club olympique de Calvi, dans lequel on fait du sport et où l'on s'amuse sous le soleil dans une formule tout compris. Oui, là ça ressemble davantage effectivement au Club Med, ce club olympique de Calvi, le premier du genre en France, qui avait d'ailleurs été fondé quelques années plus tôt, en 1935, par un aristocrate russe émigré en France, un certain Dimitri Filipov, journaliste sportif à l'auto et à Paris Soir et nageur de l'équipe russe de water-polo à Paris. L'expérience étant terminée, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien cet aristocrate reprend cette idée en 1949 avec un collègue de natation. Gérard Blitz est convaincu en fait que ce type de village peut se généraliser, et avant d'en parler à Trigano, il le propose d'abord à un ancien nageur, Paul Morien, mais ce dernier crée les villages magiques en 1950 avec l'aide de Pierre et Hélène Lazareff, patrons de François et du magazine Elle. Et dont on a parlé déjà dans cette histoire des Juifs. Alors c'est vers Trigano que Blitz se tourne pour trouver du matériel, des tentes et du couchage pour développer son projet de village de vacances. Ça tombe bien puisque Gilbert Trigano y accepte d'ailleurs. Et le 27 avril 1950, Gérard Blitz se fait déposer à Paris l'association Club Méditerranée. Alors bien sûr, il faut bien replacer cette création dans son contexte. Il s'agit d'oublier les années de guerre. Il y a donc évidemment beaucoup d'idéalisme, beaucoup d'utopie dans ce projet. Et d'ailleurs, à aucun moment à cette période, Blitz et Trigano s'imaginent gagner de l'argent avec ça. C'est un terrain sans eau ni électricité qui est choisi effectivement comme cadre du premier village dans une petite cité de pêcheurs sur l'île de Majorque à Alcudia. Et pour faire venir les premiers touristes, les publicités sont alléchantes. Je cite: pour 15 000 francs, vacances aux Baléares, une formule neuve et sympathique, un village de toile confortable, un personnel nombreux, tous les sports méditerranéens, voyage rapide et confortable, distraction de qualité. Et oui, ça donne envie et ça marche. À l'ouverture, en juin 1950, 742 vacanciers arrivent dans le village, mais les conditions sur place sont pour le moins, Christophe, rudimentaires. Oui, 200 tentes de camping, du matériel de cuisine, issu d'un surplus de l'armée américaine cantonnée en Allemagne, qui sont acheminés par chemin de fer. Il n'y a pas encore les fameux géos, les gentils organisateurs. Et du coup, ce sont des sportifs de l'entourage de Blitz qui s'y collent. Ils sont 25 au total. Il faut le dire, la nourriture n'est pas bonne du tout. Les tentes sont précaires. L'autocar qui emmène à des excursions culturelles ou des corridas tombe en panne. Il n'y a que 12 paires de palmes et de fusils harpons à se partager pour la pêche sous-marine. Oui, ça ressemble un peu aux vacances foireuses. Pour couronner le tout, une tornade arrache les fils électriques, fait plusieurs blessés et emporte une quinzaine de tentes. Heureusement, tout se passe bien globalement. Une troupe espagnole vient chanter et danser. On découvre le ski nautique, la plongée sous-marine, le volley-ball, la pétanque et un pique-nique excursion pour manger du poisson frais. Les vacances autant surprise. En tout cas, ce premier village vacances sur l'île de Majorque est un gros succès. Près de 2600 vacanciers viennent sur la saison 1950 et il y a tellement d'inscriptions que 10 000 personnes voient leur demande refusée. Avec un deuxième village créé pour la saison 1951 en Italie, puis ensuite à Corfou en Grèce, puis à Djerba. Pas mal d'aménagements sont conçus. On commence par exemple à voir les tables de 8 personnes ou encore les cérémonies d'accueil et de départ. D'ailleurs, des moments qui sont inspirés par ce qui se fait à Tahiti. Et c'est justement de là que vient la femme de Gérard Blitz. C'est elle qui va inspirer également le port du paréo dans les villages, les colliers de fleurs, les cases qui vont petit à petit, c'est quand même plus confortable, remplacer les tentes. Et puis on a un truc qui est vachement bien, ça s'appelle le collier bar, qui est également inventé. En fait, il est formé de différentes boules de couleur en plastique qui s'emboîtent. Du coup, les clients le mettent autour du cou et les boules sont un moyen de payer les consommations au bar. Et oui, ce qui est bien pratique lorsque, bien sûr, on n'a pas de poche. On a ce petit collier pour payer sa boisson avec modération, bien sûr. Effectivement. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Christophe, pour cette première partie du portrait de Gilbert Trigano, l'homme qui a permis l'essor du Club Med. Et la suite, ce sera au prochain numéro.